Salut à tous, je suis Arnaud Chaumet, expert en bâtiment et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un monde très intéressant, celui de la géotechnique. Donc aujourd'hui on se retrouve chez EG Sol avec Steven Durand qui est donc ingénieur géotechnicien chez EG Sol. Steven, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes qui tu es, quelles études tu as faites? Je m'appelle Steven Durand, je suis ingénieur géotechnicien. J'ai fait mes études sur Grenoble, donc dans l'école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech Grenoble. C'est un niveau ingénieur et donc c'est une des écoles qui fait vraiment la spécialité géotechnique. C'est pas du béton armé, c'est vraiment de la géologie liée à la construction. D'accord, donc tu as passé un bac S, c'est ça? Voilà, j'ai fait un bac S. Alors moi après j'ai un parcours où je suis allé à la faculté pendant 2 ans. Et en fait Polytech Grenoble prend en gros un tiers d'école d'ingénieurs, un tiers de universitaire et un tiers de DUT. Et donc effectivement ça fait une école assez pluridisciplinaire. D'accord, donc tu as fait 5 ans d'études après le bac. 5 ans d'études après le bac, et puis après je suis rentré chez EG Sol en stage, et puis j'y suis toujours au bout de 17 ans. Alors le géotechnicien, c'est celui qu'on appelle normalement avant de commencer un projet. Et malheureusement, moi en tant qu'expert en bâtiment, j'ai vraiment l'impression que les gens ne connaissent pas ce métier. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu pourrais définir justement le rôle du géotechnicien? Alors je pense qu'effectivement c'est une science qui est assez mal connue parce qu'elle est récente. C'est-à-dire qu'on l'utilisait effectivement sur les gros ouvrages, mais sur tout ce qui est maison individuelle et petits projets, ça fait qu'une quinzaine d'années que l'étude de sol s'est développée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'étude de sol jusqu'à récemment n'était pas obligatoire et l'est toujours pas dans certains cas, ce qui fait qu'effectivement c'est pas forcément très connu. On a beaucoup de constructeurs encore qui travaillent un petit peu par habitude. Voilà, c'est des locaux, le maçon, le terrassier, ils connaissent un petit peu les terrains et donc c'est ce qui fait que alors dans la majorité des cas, ça se passe plutôt bien pour les constructeurs. Voilà, je pense qu'ils font une moyenne comme ça en disant bon, voilà, majoritairement ça se passe bien. Mais on a quand même certains cas qui sont un peu limites, où on a des désordres en cours de chantier, voire même après chantier, des sinistres. Voilà. Et ça, je pense que c'est des choses que vous rencontrez vous aussi souvent. On doit vous appeler, j'imagine, quand on a un sinistre. Bon voilà, venez voir, on a un problème avec le sol a priori. C'est ça, malheureusement on intervient de temps en temps en pompier et c'est ce qu'on veut éviter parce que la problématique c'est que souvent les coûts, quand on apprend tardivement un glissement de terrain, un défaut de fondation, une mauvaise conception du dallage, etc. Les coûts de réparation coûtent très cher. C'est pour ça qu'on conseille toujours de réaliser les études en amont. Et la norme qui régit les études géotechniques, c'est la norme la 94-500, elle est bien prévue justement pour faire des études préalables, des études d'avant-projet, etc. pour anticiper justement le risque géotechnique en phase... c'est ce qu'on appelle communément, on le voit souvent, études G1, G2, voilà. etc. Ce sont des études avant-projet en fait. C'est ça, G1 c'est les études préalables, G2 avant-projet, et puis après il y a des missions pour suivre l'exécution quand on a des travaux un petit peu spéciaux et qui a besoin de l'aide d'un géotechnicien pendant la réalisation des travaux. Alors le géotechnicien, il n'est pas là uniquement pour vérifier la portance du sol, mais il peut aussi faire d'autres missions qui sont un peu complémentaires, c'est-à-dire que quand on a une gestion d'eau pluviale et d'eau usée à faire sur un terrain, ça vous le faites. C'est ça, c'est souvent effectivement fait par les bureaux d'études. Il y a des bureaux un petit peu spécialisés dans ces domaines qui font vraiment la partie hydrogéologie, mais le bureau d'études géotechniques souvent effectivement traite le drainage, les talus, les terrassements, les fondations bien sûr, le niveau bas, très important, les déblais remblais qui peuvent faire des tassements différentiels, puis après la gestion des eaux pluviales et parfois même la gestion des eaux usées. Parce que moi je l'ai vu très souvent sur les dossiers assez récents de construction, les eaux pluviales, dans la majorité des cas aujourd'hui, on demande à ce que ça soit traité sur le terrain. Oui. Donc j'imagine que ça passe par des études. Moi je le vois aussi très régulièrement, il y a quelques vidéos d'ailleurs qui circulent où on voit des puits d'infiltration qui sont beaucoup trop proches des maisons. Enfin j'ai déjà vu des puits d'infiltration qui sont à moins d'1 mètre des fondations d'une maison. Ça j'imagine que ça peut avoir un impact en fait. Ça peut avoir un impact complètement parce que ça change la teneur en eau donc, sous le bâtiment, ça peut ramollir les terrains et donc les faire tasser. Donc voilà, les variations de teneur en eau sont dangereuses à proximité des maisons. Ouais, je crois qu'on dit qu'on doit être à 5 mètres des fondations d'une maison et à 3 mètres d'une limite parcellaire. C'est ça, donc il y a des règles communes comme ça et après on les adapte. C'est-à-dire que si on est sur un sol très sensible, on va même augmenter ces distances. L'infiltration des eaux pluviales aujourd'hui, l'idée c'est d'essayer de les réinfiltrer dans le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut d'eau dans les nappes phréatiques et parce que toute l'eau qui ruisselle quand on a des épisodes qui sont de plus en plus violents, intenses, et donc ça fait beaucoup d'eau de ruissellement. Ces eaux de ruissellement génèrent des inondations et donc aujourd'hui effectivement l'idée c'est d'essayer de réinfiltrer l'eau dans les sols quand on peut pour recharger les nappes phréatiques et quand ça infiltre pas, qu'on a des terrains argileux, c'est au moins de stocker l'eau. Donc c'est pour ça qu'on fait des fois des bassins tampons, des cuves de stockage, des cuves de rétention. Ça permet aux gens de réutiliser l'eau pour de l'arrosage et puis ça permet de stocker l'eau d'une pluie pour éviter d'engorger les ruisseaux et de faire des débordements, des inondations. Ah oui, c'est très intéressant en fait. Il y a plusieurs fonctions en fait à ça. C'est ça. Donc on connaît tous l'architecte, l'ingénieur structure, mais on connaît
comme on a dit tout à l'heure, on connaît un peu moins les géotechniciens, mais il a quand même un rôle en phase conception, en fait, dans un projet. Et moi, je l'ai vu aussi souvent, c'est qu'en fait, le géotechnicien, on l'appelle après avoir déposé le permis de construire quand on construit, et ça peut avoir un impact très important sur le budget, sur la technique, etc. Où est-ce que tu te situes en tant que géotechnicien dans la partie conception? Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est plus intéressant de faire appel à un géotechnicien, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? À quel moment, en fait, dans le puzzle qu'on a, à quel moment on fait appel à toi? Nous, on peut intervenir complètement en amont, ça arrive sur des études de site, c'est-à-dire où le terrain n'est même pas vendu, ou au moment de la vente d'un terrain, pour justement faire une première étude. À ce moment-là, on appelle ça des études préalables, et ça donne une première idée du terrain pour savoir si on s'oriente plutôt vers des systèmes classiques de fondation ou sur des surcoûts potentiels. Donc ça, c'est ce qu'on recommande quand même, c'est d'essayer d'intervenir vraiment en amont. La deuxième phase, c'est d'intervenir dès qu'on a un plan de masse, une coupe, un calage de projet. Donc c'est quand on sait à peu près où va se situer le projet sur le terrain. Et ça permet vraiment là de faire les sondages en fonction de l'implantation précise de la maison. Ça nous permet de définir le nombre de sondages, et à ce moment-là, ça permet surtout à l'étude de cette étude de sol d'avoir un chiffrage assez précis de tous les postes que peuvent engendrer la construction, donc que ça soit des soutènements, des fondations, du dallage, etc. Mais ça veut dire que par exemple, imaginons on a un plan de masse, notre premier projet est situé au centre de ce plan de masse, et pour différentes raisons, ça peut être des raisons d'urbanisme en fait, on se dit ben voilà, finalement on peut pas faire le projet là, on le fait ailleurs. Mais entre temps on a déjà fait l'étude de sol. Est-ce qu'il faut la refaire? Alors à ce moment-là on fait un complément effectivement. L'étude de sol, quand elle est donc au stade ce qu'on appelle G2 avant projet, elle est bâtie sur un plan de masse. Donc si le plan est modifié, effectivement il faut refaire un complément. Alors, bien évidemment on a déjà la connaissance des premiers sondages, donc on va juste faire un complément. Mais ça c'est très important. Tout à l'heure je te parlais en off d'un exemple que j'avais eu quand je faisais de la maîtrise d'œuvre il y a bientôt 10 ans, où dans la région grenobloise, en fait, un de mes clients avait un projet de construction dans un lotissement, et il m'avait dit non, moi je fais pas d'étude de sol parce que toutes les parcelles voisines ont fait une étude de sol et tout va bien. Donc moi je vais m'économiser cette étude de sol. Et moi j'ai insisté quand même pour la faire. Donc finalement on l'a quand même réalisé, on l'a fait réaliser, et on s'est rendu compte qu'en fait on avait des poches assez molles sous la construction. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc du coup on a dû adapter le projet et faire un système de micro-pieux, et donc du coup le budget a complètement changé, et donc il a dû avoir une réadaptation du dessin. Si on l'avait pas fait, on a quand même des risques qui existent. Alors peut-être que tout se serait bien passé, mais je pense qu'on aurait eu, vu la typologie des terrains, des désordres assez importants. Donc c'est très important de faire ça. Voilà, j'imagine qu'il y a eu un surcoût lié effectivement à ces micro-pieux, et l'idée c'est de le savoir avant que les clients aient déposé les demandes de prêt à la banque, etc. Ah oui. L'idée c'est vraiment ça, quoi. Oui, parce que ça peut remettre vraiment tout le projet en cause. Alors justement, on parle de prix, sans forcément donner de prix exact. Quelle est un peu la fourchette d'une étude de sol quand on a un projet de construction? Alors une étude de sol un petit peu classique, c'est entre 1 500 € et 2 500 € hors taxe, pour une étude on va dire sérieuse, avec une vraie ingénierie, avec différentes typologies de sondage. Il est important aussi de faire des essais donc à la fois mécaniques pour mesurer la résistance des terrains, mais aussi pour avoir du visuel avec des sondages à l'appel, ce qui permet vraiment de savoir la nature du terrain. Et puis on complète de plus en plus par des essais en laboratoire, notamment par rapport au problème de retrait-gonflement des argiles. Ça c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, on en parlera tout à l'heure. Alors on entend beaucoup parler du retrait-gonflement d'argile, on entend aussi RGA, les initiales. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre dans certaines régions de France. Il y a des régions qui ne sont pas du tout touchées, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment très atteintes par ça, qui ne sont pas d'ailleurs dans les mêmes régions, pas forcément dans la même région que les zones sismiques. Ça peut être vraiment, on peut être en zone sismique 1, donc finalement 1 c'est très faible, il me semble faible, oui. Mais on peut avoir des retraits-gonflements d'argile très importants. Moi je le vois très souvent quand je fais des expertises en région parisienne. Ça c'est quelque chose qu'on arrive à étudier assez facilement aujourd'hui. Oui. C'est vrai que la sismicité et le retrait-gonflement des argiles, c'est deux phénomènes complètement différents. Le retrait-gonflement des argiles est vraiment lié à la nature du terrain, nature de l'argile, quoi. En gros, la pâte à modeler. Et donc, plus l'argile va avoir des particules fines, plus elle va être dangereuse. Et c'est un petit peu le phénomène de l'éponge posée sur le plan de travail, c'est-à-dire qu'elle peut se rétracter quand elle s'assèche. Il faut s'imaginer qu'une maison, ça pèse quelques dizaines, voire quelques centaines de tonnes. Donc sur un sol qui est comme ça argileux, ça a un impact très important, et on peut avoir du coup des problèmes justement de retrait-gonflement d'argile, c'est-à-dire qu'en fait des fois quand c'est très humide ça se gonfle, et quand c'est très sec ça s'assèche et ça fait une dessiccation, et donc c'est là où on a des impacts. C'est ça. Et c'est d'où l'idée tout à l'heure par rapport aux puits d'infiltration, d'éloigner les ouvrages d'infiltration. Et puis on a souvent des problématiques avec les arbres qui viennent effectivement pomper de l'eau, assécher des zones, et avec les secteurs nord et sud, des façades qui sont très peu exposées, beaucoup plus à l'ombre, et secteurs sud qui sont beaucoup plus ensoleillés et qui s'assèchent facilement. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le réseau racinaire des arbres, en fait, qui peut avoir un impact finalement assez grand. Suivant l'essence et la hauteur de l'arbre, on peut avoir un impact en termes géographiques d'implantation assez fort. D'ailleurs, à ce sujet-là,
vous allez voir tout à l'heure, on a tourné quelques petites vidéos sur un chantier ensemble où on a eu des fissurations sur un bâtiment. Et il fallait arriver à expliquer pourquoi on a ces fissurations. Donc on a fait, vous avez fait, EGSOL, des reconnaissances de fondation, des échantillons et puis des pénétromètres statiques et dynamiques. Voilà. Donc ça, vous allez voir justement des petites explications tout à l'heure et je vous emmènerai en laboratoire justement chez EGSOL pour qu'on puisse regarder un petit peu cette partie-là. Donc là, Steven, est-ce que tu peux m'expliquer très rapidement quel est cet appareil, à quoi ça sert et quels sont les résultats éventuellement possibles avec ça? Donc là, on a un pénétromètre statique dynamique. Donc il peut faire les deux usages. Le pénétromètre dynamique, c'est vraiment juste le battage d'une tige dans le sol. Donc on mesure tout simplement l'enfoncement pour le nombre de coups pour enfoncer la tige de 20 cm. Et ça nous donne une résistance qui après permet de dimensionner les fondations. Le pénétromètre statique est un peu plus évolué, donc là au lieu de taper avec une masse, on va venir avec un vérin, enfoncer la tige de manière statique justement, et là on accède à une précision précise, voilà, une mesure précise du sol avec des valeurs qui vont pouvoir à la fois donner une résistance de pointe pour le dimensionnement des fondations, mais aussi de donner une idée de la nature des sols par une mesure de frottement sur le train de tige. Le RF là avec l'appel qui vient. Et pareil, on vient faire un pénétro. On vient faire un pénétro. On vient le faire par là. On fait les RF en premier, après on fait le sondage. Comme tu veux. Mais oui, voilà. L'idée c'est quand même de faire ça ici. Reconnaissance de fondation, dégager la fondation, voir à quelle profondeur elle est ancrée et quelle est sa géométrie, de combien elle déborde. Bon, c'est pas du. Mais ça peut être des pierres qui sont mises là. À mon avis, qui était dans la. Je pense. Fond de fouille. Là, j'ai encore de la brique. C'est du remblai là où tu es actuellement là. Puis en fond de fouille, on voit quand même les parois, ça devient lisse, c'est beaucoup plus compact. On est dans des terrains avec des cônes de déjection, avec de la pente et des dépôts qui sont soit un peu plus caillouteux, soit un peu moins. Et ces alternances, elles sont aussi ça quoi. Ah, ça peut être des alternances naturelles. Sur des cônes de déjection comme la position dans laquelle on est par rapport au pied de chartreuse. Là, c'est des terrains. ça c'est ce qu'on a ici au fond du trou qui a été creusé par la Minitel. C'est là où on est arrivé, effectivement, les terrains dans lesquels on arrive, qui semblent être les terrains naturels. Et c'est des terrains un peu plus, c'est limoneux, c'est assez sec. Et on voit qu'il y a pas mal de petits cailloux dedans, donc il y a quelques petits cailloutis qui sont pris dans cette matrice limoneuse essentiellement, peut-être un petit peu argileuse, mais surtout limoneuse. On y distingue bien les petits cailloutis calcaires en fait, qui sont les dépôts qui viennent de la Chartreuse finalement. Il faut essayer de descendre encore, hein, Geoffrey. Ouais. On retrouve la même chose, mais avec des cailloutis un peu plus gros que ce qu'on avait dans la main tout à l'heure. Les cailloux sont vachement plus gros, parce que tout à l'heure, ce qu'on avait... Ça, on avait des petits cailloutis. On avait des voilà, choses ça, c'est les terrains typiques finalement des cônes de déjection du pied de Chartreuse. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des alternances soit plus caillouteuses, soit un peu moins caillouteuses. Quoi. Ouais, d'accord. Il est parti chercher un sac, je pense qu'on va échantillonner quand même pour faire du labo dessus après aussi. Donc avec cet appareil-là, on a une tige qui fait quoi, 3 cm de diamètre? Voilà, quelque chose comme ça, ouais. Donc grâce à ça, on est capable de connaître l'état du terrain, ou en tout cas la typologie du terrain, voilà. à quelques mètres de profondeur. C'est ça. Alors, ça va jusqu'à quelle profondeur cet appareil? Alors, un pénétromètre dynamique, on va souvent jusqu'à 7 mètres de profondeur, parce qu'après, on a justement du frottement sur le train de tige qui vient fausser les résultats. Au pénétromètre statique, on est déjà descendu à 50 mètres de profondeur. Vous avez jamais trouvé des trucs un peu bizarres, je sais pas, vous n'êtes pas tombé sur, ça peut être un squelette, ou alors une ancienne tombe, ou une nappe juste dessous. Tout à l'heure, tu m'as expliqué que quand vous avez déjà fait ce genre d'essai, il y a un petit geyser qui est sorti parce qu'en fait vous êtes tombé sur de l'eau en profondeur en fait. Voilà, donc alors effectivement, tout ce qui est, c'est un essai qui est réalisé à l'aveugle. Donc on ne voit pas sur quoi on tombe. C'est ça toute la difficulté, c'est pour ça que souvent on réalise d'autres sondages avec une pelle mécanique ou du carottage à côté pour voir la nature des terrains et vraiment pouvoir les observer. Par contre, effectivement, notamment les venues d'eau, ça nous est arrivé de faire le sondage et derrière en enlevant les tiges, avoir un geyser qui remonte quoi. Donc là on est dans vos laboratoires. Oui. Il y a plein d'équipements. Moi ça me passionne tout ça. Histoire que tu nous montres un petit peu, on va regarder quelques trucs. Là je vois, il y a toute une série de tamis en fait. Et ça sert à quoi en fait? Alors voilà, donc quand on est sur site, on prélève des échantillons. Donc on met, vous voyez, dans des sachets, alors bien fermés hermétiquement, parce qu'effectivement comme la teneur en eau est importante, il faut fermer les sacs hermétiquement. Et puis ensuite on les passe dans des colonnes de tamis avec différentes tailles, vous voyez, voilà, des grammages. Et on sépare donc les graviers, les galets, les sables, les limons, les argiles. Et après, on va la faire passer dans un tamis. Donc ensuite, on a d'autres essais qu'on est en train de réaliser là, qui sont des dosages au bleu de méthylène. Et ça nous permet de mesurer l'argilosité du sol.
Donc le bleu de méthylène, ça fait une réaction. Voilà, il y a une réaction en fait. Plus le terrain est argileux, plus il a une capacité à absorber le bleu de méthylène. C'est un dosage, donc plus on va mettre du bleu de méthylène, plus le terrain est argileux. D'accord. Donc sur le chantier où on est allé ensemble, où il y a un prélèvement qui a été fait, qu'est-ce que tu en as fait en fait? Alors donc voilà, on va faire donc de la granulométrie pour savoir un peu la taille des différents grains, des valeurs bleu de méthylène pour mesurer l'argilosité, et ensuite on fait des profils hydriques pour mesurer les teneurs en eau à différentes profondeurs, à différents endroits sur le site pour voir justement s'il y a des différences de teneur en eau. Donc la teneur en eau c'est relativement simple, on prend un échantillon qu'on pèse, on le met dans une étuve comme ici à 105 degrés pendant 24 heures et les échantillons ils sèchent et ça nous permet de mesurer la perte d'eau dans le sol. D'accord. Donc avec ça en fait vous serez capable d'analyser les résultats et d'expliquer pourquoi on a eu ce type de désordre, enfin éventuellement pourquoi on a eu ce type de désordre sur la maison qu'on a vu ensemble. Voilà, l'idée c'est de rechercher s'il y a des zones qui se sont asséchées et en fonction de ces zones, ça nous alerte sur si ça correspond aux fissures pour expliquer le phénomène. Parce qu'effectivement avant de réparer, il faut comprendre le phénomène qu'il y a eu et qui a créé les désordres. Ok, et après il y a une autre étape, il y a une étape préconisation en fait, puisque là ça explique les phénomènes qu'on rencontre sur place. Mais il faut aussi savoir ce qu'on doit faire éventuellement. C'est ça, donc effectivement après dans les techniques de réparation, il peut y avoir des injections de résine, des micropieux, des reprises en sous-œuvre classiques. Et selon l'argilosité par exemple, l'injection de résine, on peut le faire jusqu'à un certain taux d'argilosité. Donc le laboratoire sert effectivement à guider les solutions techniques de réparation. C'est une vraie science en fait, on se rend compte que les 5 années d'études que tu as faites sont à mon avis indispensables pour pouvoir comprendre, et je pense que ton expérience t'aide aussi. On ne peut pas se passer de ça en fait dans une construction aujourd'hui, il faut vraiment éviter quoi. C'est ça, et puis après il y a l'expérience effectivement, à force de voir des terrains, il y a des zones qu'on commence à connaître, on fait des similitudes entre différents sinistres qui ont eu lieu dans une même zone, et toute cette expérience aussi d'avoir un bureau d'études local, c'est important. On va vous montrer un petit appareil très brièvement, c'est vraiment tout petit. À quoi ça sert cet appareil? Alors ça c'est un essai de dessiccation, donc effectivement on a pris un petit échantillon à la teneur en eau donc du site initial quand on l'a prélevé, et donc on le laisse effectivement sécher à l'air libre, donc petit à petit il va s'assécher. On va mesurer le tassement avec ce petit appareil et on va mesurer la teneur en eau en fonction qui va diminuer, et ça nous permet de savoir quel tassement on a par perte de teneur en eau. Et donc si on a une zone du bâtiment où on se rend compte qu'on a des teneurs en eau beaucoup plus sèches, on va pouvoir estimer le risque, c'est-à-dire que si quand le matériau sèche, on a 1 mm de déformation, c'est pas dangereux pour une construction. Si on a 10 cm, on sait que ça peut créer des gros désordres. Bon, donc là on est dans le laboratoire de Frankenstein. À quoi servent ces équipements? Alors là du coup c'est un essai triaxial, donc c'est vraiment un essai de compression. Le but c'est qu'il y a une cellule d'eau dans laquelle on remet l'échantillon dans les mêmes conditions qu'il était dans le sol. C'est-à-dire que là on a peut-être carotté des échantillons qui sont à 10 mètres de profondeur, qui étaient confinés, et du coup avec la pression d'eau autour on le remet dans la même situation. Et à ce moment-là on fait un essai d'écrasement avec un piston pour mesurer ses caractéristiques mécaniques, comme une éprouvette de béton. D'accord. Donc là on a un échantillon qui a été fait en carottage. Ouais. Ça c'est du calcaire. C'est sacrément dense, c'est lourd. Hein. Ça fait quelle densité le calcaire à peu près? Le calcaire, on doit être à 2 tonnes 6 le mètre cube. Ouais, 2 tonnes 6 le mètre cube. Donc à titre comparatif, 1 mètre cube d'eau, 1 tonne. Voilà. Okay. Donc c'est 2,6 fois plus lourd que l'eau. Sachant qu'un sol classique, même argileux, c'est relativement lourd. Ça pèse un peu moins de 2 tonnes au mètre cube. Mais ce qui fait vite des problèmes. On comprend mieux les problématiques de tassement des blés remblais quand on sait qu'un mètre cube de terre pèse 2 tonnes le mètre cube. Et comment savoir que c'est du calcaire? Alors après on a la carte géologique, donc qui nous donne effectivement le type de rocher qu'on est censé trouver. Et puis après il y a l'aspect visuel, la couleur pour un géologue, et puis ensuite on fait des tests à l'acide chlorhydrique. Et si ça réagit, c'est qu'il y a de la calcite avec une réaction qui Donc là, si on pose de l'acide chlorhydrique dessus, on a une réaction. Ouais. On peut tester? C'est ça peut buller. Et bien on va tester. Donc là, on va donc confirmer que c'est bien du calcaire avec un test à l'acide chlorhydrique. Voilà, donc ça c'est une petite pipette effectivement d'acide chlorhydrique. Donc on le met, normalement ça doit réagir. Donc là, la réaction, c'est effectivement ces bulles qui apparaissent. Donc voilà, ça bulle parce qu'il y a un dégagement de dioxyde de carbone. Donc là, on voit que ça réagit, donc on sait qu'effectivement, c'est un calcaire. À quoi ça sert de savoir, quand on a un carottage comme ça, qu'on a du calcaire dans le sol? Ouais. Quel peut être l'impact? Chaque type de roche va avoir son risque géotechnique associé, ou ses risques géotechniques. Si par exemple, on est dans du gypse, c'est une roche qui est soluble, qui peut créer des cavités, et donc il faut faire effectivement attention à ce phénomène-là. Dans un calcaire, on va avoir, par le dépôt, c'est des dépôts qui sont faits sous la mer, on a une lithologie.
Et donc cette lithologie fait des couches, des strates, et on peut avoir des glissements strate sur strate. Voilà, qu'on ne va pas avoir par exemple. Donc ça peut glisser comme ça. Voilà. Si effectivement les strates sont conformes à la pente quand on terrasse, on peut avoir un rocher effectivement, vous voyez, qui est très résistant sur une zone, oui. Et puis qui peut avoir des zones comme ici, là où on a des petites fractures. Là on voit, ouais, je me demandais ce que c'était ici. D'accord. Voilà. Et donc ces zones de faiblesse, on peut avoir des couches un petit peu argileuses ou marneuses qui sont plus susceptibles de glisser. Et effectivement, on peut avoir des glissements plans. Et ça, on va l'avoir dans un calcaire qu'on n'aura pas dans un granit. On n'aura pas les mêmes problématiques. D'accord. Dans le granit, on peut avoir d'autres problèmes. Voilà, il peut y avoir d'autres problèmes. Il y a notamment des problèmes de radon. Oui, le gaz radioactif. Etc. Voilà, qui va être lié par exemple au granit, qu'on n'aura pas sur du calcaire. Alors il y a certaines zones en France où on a plus de granit qu'ailleurs. Je pense qu'il y a des régions comme ça où on est plus concerné par un problème plutôt qu'un autre. Nous, sur le Chartreuse et le Vercors, c'est essentiellement des roches calcaires. Et dans les calcaires, il y a aussi une autre problématique, c'est qu'il y a beaucoup de karstes. C'est quoi ça? Alors les karstes, ce sont des grottes, entre guillemets. Des cavités creuses en fait. Voilà, des cavités creuses qui ont été érodées avec l'eau, parce qu'il faut savoir que tous les matériaux sont érodables à une certaine vitesse. Oui. Et donc effectivement, un gypse ou de la craie va être beaucoup plus érodable qu'un calcaire, et un calcaire va être plus érodable qu'un granit. Le gypse, c'est considéré un peu comme de la craie ou comme un matériau. C'est un petit peu du talc. Voilà. Okay. Donc c'est un matériau qui est très soluble et donc les cavités se font vraiment facilement. Le calcaire est moins soluble, mais sur des millions d'années, on arrive quand même à avoir des grottes. Il faut savoir aujourd'hui que ce soit de la Chartreuse, le Vercors, ce sont des vraies gruyères à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup de grottes dans le Vercors. Il y en a qui sont même d'ailleurs connues. Ils font le plaisir des spéléologues. Oui, exactement. Ouais. Donc on voit dans certaines situations des constructeurs ou des gens qui bâtissent oublier volontairement ou involontairement la réalisation d'une étude de sol. Mais quelles conséquences ça peut avoir en fait? Alors les conséquences directes, c'est que si on ne fait pas d'études de sol, on ne sait pas déjà la largeur et le type de fondation qu'on doit faire. Okay. On ne sait pas si on doit faire un dallage sur terre-plein ou une dalle portée. On ne sait pas si on doit mettre un drainage périphérique. On ne sait pas si on peut faire un puits perdu, une tranchée d'infiltration, une noue d'infiltration. En fait, on ne sait rien. On ne sait rien en fait. Donc ça veut dire qu'on va travailler par habitude, en faisant comme on sait faire, et avec les risques, effectivement. Les risques qui peuvent être divers, ça va dépendre si on est sur un site justement sensible au retrait-gonflement, donc on peut avoir des fissurations. Si on est sur un site montagneux, on peut avoir des problèmes de talus, de soutènement avec des glissements de terrain. Donc effectivement, il y a beaucoup de problèmes géotechniques qui peuvent arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coûts de réparation en géotechnique sont exponentiels par rapport au prix de l'étude. Ouais, donc c'est-à-dire que si on avait fait l'étude en amont, adapter les fondations en fonction des résultats de l'étude, ça coûterait beaucoup moins cher que de réparer derrière à la suite d'un sinistre. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein. L'intervention, non seulement en phase chantier, elle est non prévue, donc les budgets sont pas là, et en plus les coûts de réparation, défaire, refaire, ça coûte beaucoup plus cher que faire correctement dès le départ. Bien sûr. Moi j'ai une question qui est finalement très importante. Est-ce que tu as déjà vu un projet où il y a eu un sinistre ou un problème, peut-être lors de la construction, qui aurait mérité une étude de sol avant à la conception? Est-ce que tu as une anecdote comme ça? J'en ai une assez flagrante, effectivement. C'était donc il y a quelques années un professeur de maths qui était à la retraite, et le projet de sa vie, c'était de construire sa maison. Donc effectivement, il était très bon en géométrie, donc il a fait son plan topographique, il a tout dessiné lui. Il s'est fait un projet magnifique. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas la connaissance géologique, il n'a pas fait d'études de sol, et quand il est venu nous voir, le terrassement était déjà réalisé avec des talus de 6-7 mètres de hauteur. Donc il y avait un trou de 6-7 mètres de haut, et après il y avait une plateforme subverticale. Il avait demandé à un terrassier de terrasser pour sa maison. Et là, il a eu une petite inquiétude. Le terrassier lui a dit il faudrait peut-être quand même regarder si le talus va tenir, etc. Il nous a appelé, et quand on allait sur place, on a commencé à voir les premières fissures d'une niche d'arrachement de glissement de terrain. Donc il y avait des fissures dans le sol. Voilà, dans le sol, donc quelques mètres derrière le talus, il y avait des fissures où on pouvait passer la main dedans. Ah oui. Et donc là, effectivement, il faut aller très vite parce que derrière, il y avait d'autres maisons, et donc un glissement de terrain qui aurait pu engendrer de grosses conséquences. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, remblaiement d'urgence, donc effectivement… donc on remplit le trou qui a été fait. Donc tout ce qui a été fait, faut le refaire à l'envers. Ah oui. Sachant que les fissures qui sont faites, on va pas les reboucher, donc il y a déjà une amorce de déplacement. Et derrière, on a fait une étude de sol, et là, on a modifié complètement le projet, c'est-à-dire que la piscine qu'il avait dessous, il n'a pas pu la faire. Il y avait des coûts de soutènement à plus de 100 000 €, et cette personne-là, malheureusement, avait vécu un véritable cauchemar, n'endormait pas la nuit, nous appelait tous les 2 jours, était en pleurs dans mon bureau. Ah oui. Et donc ça a été, ça peut se transformer en un drame
d'une vie. Ouais. Tout ça pour une étude de sol, parce que comme je vous dis, les coûts, c'est vite 100, 150 000 euros. En fait, on a tendance à oublier que c'est très souvent, pour la majorité des gens, le projet financier d'une vie. C'est ça. Quand on porte un projet de construction d'une maison à, je sais pas, entre 200 et 500 000 euros, c'est quand même un projet hyper important, si ce n'est le plus important. Donc du coup, prendre un risque, pour moi, aussi important. Alors attention, je dis pour moi, parce que moi, des désordres, j'en vois énormément, vu que je suis expert en bâtiment, je vois même que ça. Donc du coup, je trouve ça un peu dommage de se dire, bah voilà, non, je vais économiser là-dessus et je vais mettre plutôt mon argent dans un carrelage de meilleure facture, par exemple, et qui sera plus joli dans mon salon. Oui, c'est sympa l'esthétique, mais si la maison elle fissure derrière et que du coup vous la vendez pas moins cher ou si elle est désordre, c'est un peu dommage à mon sens. Effectivement, les fondations, c'est vraiment le fondement et voilà, prendre des risques sur ces jus-là. Souvent, les gens ne se rendent pas compte et ils découvrent le risque qu'ils ont pris le jour où on intervient et où c'est déjà trop tard. Ouais. Alors avec le changement climatique qu'on a maintenant, les phénomènes météorologiques intenses, enfin, moi je le constate et je pense que tout le monde à notre échelle, on peut tous le constater. On a des épisodes de sécheresse intense, des épisodes pluvieux intenses et courts. En peu de temps, il pleut énormément. Est-ce que toi, tu le vois à ton échelle aussi, des géotechniciens? Tu m'as dit ça fait 17 ans, c'est ça que tu es chez EuGSol. Est-ce que tu vois une différence entre les débuts, il y a 17-20 ans, et puis aujourd'hui? Oui, on voit une augmentation de la sinistrabilité des maisons individuelles notamment, liée au retrait-gonflement. On a des vallées où il y a 10 ans, il n'y avait pas de sujet. Et aujourd'hui, on commence à déclarer effectivement des sinistres liés essentiellement à la problème de retrait-gonflement des argiles. Alors, si tu avais un conseil à donner aux professionnels du bâtiment, aux constructeurs, architectes, promoteurs, ça serait quoi en fait aujourd'hui? Alors en réalité, l'idée, ça serait de faire l'étude suffisamment en amont et de rechercher à adapter le projet au sol qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a certains projets qui ne sont pas du tout adaptés sur ce sol-là et que pour travailler dans le bon sens et avoir une bonne économie du projet et gérer le risque, le but c'est que l'architecte puisse aussi tenir compte dans sa conception, dans le calage de son projet, dans la forme de la maison, etc. Ou du bâtiment, tenir compte de la qualité du sol. Merci Steven pour ton intervention et tous tes conseils précieux. Merci à EuGSol de nous avoir accueillis dans leurs locaux et d'avoir pris du temps justement à nous expliquer tout ça. N'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question au sujet d'un projet, par exemple de construction, de rénovation ou d'extension. Je pense que vous avez compris, c'est très important quand même de faire appel à un géotechnicien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va faire plein d'autres vidéos, vous allez voir, ça va être toujours très intéressant.